Après avoir examiné et vu le patient en consultation avec des signes évocateurs, eh bien, il va falloir confirmer le diagnostic par l'imagerie. C'est ce que le professeur Kovacic de Montpellier va nous montrer. De quelle façon on peut confirmer par l'imagerie le diagnostic de syndrome thoraco-brachial. Merci Ruben de m'avoir invité cette année encore. C'est un grand plaisir d'être là et d'être en salle pour la qualité des exposés qui en vaut vraiment la peine. Voilà. Donc moi je vais vous parler de mon point de vue de radiologue, en particulier qui pratique l'imagerie en coupe et qui voit régulièrement des patients avec un bon d'examen où il y a marqué syndrome du défilé. Un point c'est tout et parfois il y a le côté et pas tous les jours. Voilà. Alors, je vais simplifier l'approche en ne parlant pas de 5 espaces, mais de 3 espaces, c'est un peu plus simplifié, interscalénique, costoclaviculaire et rétropectoral. Le point essentiel pour nous, déjà quand on voit le patient, c'est que c'est une compression dynamique. Donc il faut bien comprendre que l'imagerie au repos ne va pas pouvoir montrer ces anomalies, en tout cas pas l'aspect de compression. Donc c'est déjà un examen qui doit être fait dans une certaine position. 3 questions nous sont posées, c'est quelle est la structure qui est comprimée, artère, veine ou nerf, et je dois dire que normalement on devrait déjà le savoir, parce que c'est l'examen clinique, c'est l'examen échodoplaire, même s'il y a des limites, on l'a vu pour le piège artériel, et puis l'électromyogramme, parce que ce n'est pas la même façon d'explorer un défilé neurologique qu'un défilé vasculaire, je vais vous le montrer. Et puis, quel est l'élément anatomique, le siège de la compression et l'élément anatomique. Nous avons 3 techniques à votre disposition. Jean-Pierre vous parlera de l'examen et vous a dit un petit mot sur l'examen échodoplaire qui normalement doit attester de la présence d'un piège artériel. On ne devrait pas faire de scanner ou d'IRM à la recherche d'un piège artériel avec un Doppler normal. On peut avoir des faux positifs, mais si on n'a rien lors de cet examen, il est rare qu'en imagerie on retrouve quelque chose. Et donc moi je vais vous parler du scanner et de l'IRM. Alors c'est un diagnostic qui doit être aidé par la clinique. Les veines, c'est un problème plus compliqué, un peu particulier que je vais mettre un petit peu à part. Et donc vous dire que d'emblée, le problème qui va se poser avec le scanner ou l'IRM, c'est que le patient il va être couché, il ne va pas être debout. Et ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir explorer une compression par les scalènes. Puisque couchés, les scalènes, ils ne sont plus en charge, plus en tension, c'est terminé. Donc on va pouvoir, par des manœuvres, explorer certains pièges, mais pour les scalènes, ça va être plus difficile. Donc l'élévation du bras, elle, n'a pas d'effet sur le triangle interscalénique, mais va diminuer les 2 autres espaces. Donc ce sera toujours un peu ce qui va être priorisé. Et puis on pourra essayer de faire également une rotation contralatérale de la tête, donc l'Hudson modifiée, parce qu'elle a tendance à fermer un petit peu le triangle interscalénique. Et donc si on a un piège à ce niveau-là, c'est ce qui va le plus nous aider pour retrouver ce piège. Donc idéalement, le patient, il a la tête qui est tournée du côté opposé, avec le bras en l'air derrière la tête. Alors la compression artérielle est plus fréquente dans l'espace intercostoclaviculaire et la compression nerveuse est plus fréquente dans le triangle interscalénique. Alors comme on explore mieux en IRM le triangle interscalénique et mieux en scanner les compressions artérielles et l'espace intercostoclaviculaire, le choix de ma technique face au bon d'examen, angioscanner ou angio-MR va dépendre de l'orientation clinique. C'est neurologique, ce sera plutôt l'IRM, et si c'est un piège artériel, eh bien dans ce cas-là, ou au moins s'il y a une participation artérielle, ce sera plutôt l'angioscanner, et encore, vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure pour voir toutes les anomalies osseuses. Bien sûr, on vous l'a dit, la compression nerveuse est bien plus fréquente que la compression vasculaire. Alors, en imagerie, qu'il s'agisse de scanner ou d'IRM, c'est une technique qui est optimisée. Nous, il nous faut piquer le patient du côté opposé à la lésion. Donc, des fois, il est dans un service, il arrive, on le repique de l'autre côté. Sinon, quand on injecte le produit de contraste qui va passer dans la veine sous-clavière, eh bien, ça va entraîner des artefacts importants et ces artefacts vont nous gêner pour étudier la pince. Donc, déjà, on peut étudier un défilé bilatéral dans le même examen, c'est pas possible. Ça ne peut pas être bien fait. Donc, il faut déjà 2 temps d'examen si c'est bilatéral, sinon prioriser le côté qui est le plus pathologique. On est un petit peu diminué dans les manœuvres du fait de l'espace qui est limité, parce que même si on décrit des manœuvres caractéristiques, en réalité, quand chaque fois je vois le patient avant, je lui dis « montrez-moi dans quelle position vous avez mal ». Souvent, il dit « mais là, je suis couché, c'est pas pareil ». Et donc, il faut trouver une sensibilisation et en gros, essayer d'obtenir une abolition du pouls quand le patient est couché, le bras derrière la tête. Et bien, si ça ne suffit pas, on lui fait porter un flacon de sérum physiologique, par exemple, pour que ça fasse un peu de tension. On lui fait faire la
la manœuvre du chandelier sans trop bouger les bras. Enfin, il faut vraiment sensibiliser parce que si vous n'avez pas d'abolition du pouls, vous avez peu de chances quand même de retrouver un piège. Donc, en fait, les mouvements varient beaucoup selon les gens et c'est ce qu'on fait. On fait 2 acquisitions. On commence en général par une acquisition positionnelle et après on fait une acquisition au repos. Et quand on a obtenu une abolition du pouls. Voilà. Et enfin, quand on va regarder ces images, vous avez vu l'exposé magnifique que nous a montré Dominique Midi, et vous avez vu le nombre de coupes en position, les coupes sagittales. Eh bien, l'examen, il doit être fait en coupe sagittale, et le scanner d'emblée que vous allez recevoir sur le CD, il faut qu'il y ait des reconstructions sagittales, sinon il faut que vous les fassiez, parce que c'est comme ça qu'on va regarder la pince. Alors, avec toutes ces paroles, maintenant, je vais vous montrer des images, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va retrouver. Alors, le diagnostic du piège veineux, exactement ce que vous a dit M. Midi, la veine, elle est en avant, donc dans l'escalène, elle ne va pas être comprimée, donc il faut le savoir, et c'est ce qu'on retrouve ici sur des images. Alors, je ne sais pas si je m'y prends bien, voilà, ici, donc vous avez la première côte et les vaisseaux. Donc, vous voyez l'artère ici et la veine en avant. Alors, le piège veineux, donc vous avez vu que le piège artériel, on avait des faux positifs, mais alors pour les veines, c'est quasi tout le temps le cas. Toute personne, quand on élève le bras lors de la phlébographie, excusez-moi, il y a une compression physiologique de la veine sous-clavière. Par contre, ce qui est aussi important, c'est que la collatéralité va être comprimée, en particulier chez les gens qui font de l'haltérophilie, la musculation très sportive. Et c'est sûrement une des causes qui explique les thromboses, parce que comme ils compriment leur collatéralité, ils n'ont plus la collatéralité qui leur permet de pallier à ce passage du sang. Et c'est sûrement un facteur important. Et donc la phlébographie, pour nous, est le meilleur examen pour étudier les défilés veineux. Alors, 3 coupes à connaître un petit peu, ici à noter. Dans le triangle interscalénique, vous avez ici la clavicule, vous avez la veine, vous avez l'artère, vous voyez la veine est en avant, le scalène antérieur, le scalène moyen et un petit peu au-dessus et en arrière, les racines nerveuses. Eh bien, vous avez la même chose en IRM, ici, et vous voyez qu'en IRM, il y a de la graisse autour des racines, donc on les voit mieux qu'en scanner. Et c'est pour ça qu'on privilégie l'IRM pour les syndromes du défilé neurologique plutôt que le scanner. Dans l'espace costoclaviculaire, vous avez 2 coupes ici au repos. Alors, je ne vous ai pas montré avec élévation du bras pour le triangle interscalénique, puisque vous savez que ça n'a aucun effet. Et vous voyez aussi donc, les éléments anatomiques, avec ici la clavicule, le scalène antérieur et moyen. Vous avez la veine sous-clavière, vous avez l'artère ici, et puis vous avez les racines. Vous voyez que cet espace ici au repos, il est assez large, la veine, l'artère, les racines. Par contre, quand on élève le bras, vous voyez la clavicule a une position plus postérieure ici, et cet espace diminue énormément et vient directement, vous voyez l'espace autour de l'artère est beaucoup plus restreint. Dans l'espace rétro-pectoral, au repos et en élévation, voici ce qu'on a. Donc ici, on voyait les tendons aussi des muscles petits pectoraux en avant, la première côte, le muscle sous-scapulaire, vous avez l'artère, la veine, ici également, et vous voyez que aussi lors des manœuvres dynamiques d'élévation du bras, vous avez une compression de la même façon de cet espace. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Là, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de compression artérielle. Il faut chercher une cause. Le plus souvent, on ne trouve aucune cause anatomique, mais on peut avoir des anomalies qu'il faut systématiquement rechercher parce que c'est les formes graves, parce que c'est là qu'on va pouvoir avoir une correction. Et voici ce qui est retrouvé le plus souvent, les côtes cervicales, les exostoses. Alors les anomalies fibreuses, quand on les voit, on a de la chance, mais on les voit pas toujours en imagerie. Et puis il y a aussi cette histoire de posture dont on vous a parlé, et ça nous arrange bien, nous radiologues, quand on trouve rien, que le patient nous dit, mais alors pourquoi c'est comprimé, de dire, voilà, on n'a pas vu d'éléments. Alors la radiographie standard, c'est ce qui était fait, vous voyez ici l'apophysomégalie bilatérale, mais à mon sens, le meilleur examen, c'est le scanner, lors de l'angioscanner, pour 2 raisons. D'abord, il montre les vaisseaux, et puis il montre les anomalies osseuses qu'on va très bien retrouver, comme ici, vous avez la côte cervicale, vous le voyez très bien. Il n'y a aucun post-traitement compliqué, on appuie sur un bouton qui nous fait du 3D, et ça sort comme ça, on peut le regarder dans tous les sens, et on ne rate pas une anomalie osseuse, on le voit bien, et puis on peut voir les vaisseaux de la même façon, donc on voit déjà ce qui se passe.
Dans les coupes parasagittales ici, dans la pince costoclaviculaire, vous voyez que cette artère ici, qui est là, blanche parce qu'on a injecté, quand le patient élève le bras, elle diminue de plus de la moitié d'épaisseur et c'est à ce niveau-là qu'elle est comprimée. Donc on met en évidence la compression. Alors on n'a pas une occlusion complète parce que le patient est couché, les manœuvres sont plus difficiles, mais ce sont des signes qui suffisent. Dans le triangle interscalénique ici, un cas comme ce que nous a montré Ruben la dernière fois, ce patient, vous voyez, on voit ici une petite bande fibreuse ici qui est certainement à la cause de la compression neurologique, ici dans le plan coronal, là. Ici, donc un tendon accessoire, j'en sais rien. Et vous voyez ici qu'en coupe sagittale, vous voyez très bien ici ce tendon ici qui à la partie postérieure va venir refermer cet espace. Également ici, une IRM avec un cal osseux. Alors moi j'aime moins l'IRM pour les défilés artériels. Vous voyez le cal, c'est toute cette image noire que vous avez ici autour de l'os, donc c'est pas forcément facile à reconnaître si on n'a pas l'habitude. Et vous voyez ici lors de l'élévation du bras, cette masse noire qui vient plus postérieure ici et qui va comprimer l'artère également. Et vous voyez ici la radio osseuse où vous voyez très bien l'importance du cal osseux. Bon, ça ce sont des diagnostics faciles. Ici vous voyez très bien quand on reconstruit aussi dans un syndrome du défilé dans l'espace costoclaviculaire, la compression directe de l'artère dans cette pince entre la première côte et la clavicule. Et vous voyez ici ces images en repos et lors de l'élévation du bras. Voilà. Un autre exemple d'apophysomégalie, comme je vous l'avais montré. Enfin, pour terminer par les veines, en disant qu'un exemple ici, où on voit un thrombus qui est moulé dans la veine sous-clavière chez un haltérophile, voilà, mais ça a moins d'intérêt. Donc pour conclure, je dirais que c'est la clinique, l'électromyogramme, les ultrasons qui doivent nous aider à faire le diagnostic positif et que je choisirais, en cas de compression nerveuse, de faire en première intention une IRM, en cas de compression artérielle, de faire un angioscanner, en manœuvre facilitante, et je pense qu'il faut toujours voir le patient avant de l'installer sur la table, sinon on fait des examens irradiants, injectés et inutiles. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire. Y a-t-il des questions concernant le diagnostic radiologique ? Sur un scanner en IRM, il y a une première phase où le patient est en position, les bras le long du corps, et puis après une deuxième phase avec en abduction, c'est ça ? Avec à chaque fois une injection. Oui, moi, personnellement, je préfère commencer par la phase dynamique parce qu'on voit le patient, on lui demande la position où il a mal, on l'installe, on essaie de la reproduire, et quand c'est bien, on a fait le topogramme et on fait ça. Puis après, on lui fait remettre le bras le long du corps, on injecte très peu. On n'irradie pas, ça c'est important pour les femmes, tout le thorax. La région, c'est le défilé, on part de la moitié du cou et puis on s'arrête au-dessus de la crosse aortique. Donc il n'y a pas une irradiation des seins, ce qui est quand même aussi un élément dont il faut prendre en compte. Et on le fait une fois donc bien sensibilisé en manœuvre dynamique et puis après une fois au repos. Au repos, ça aide à mieux voir les anomalies, puis surtout ça donne le caractère pas fixé de la sténose. Bon, en général, c'est le cas. François Escalier. Est-ce que sur le même examen, on peut avoir des diagnostics différentiels ou associés, hernie cervicale, rupture de coiffe, capsulite ? C'est possible et c'est rarement le cas parce que, je dirais en IRM non parce que c'est pas du tout la même technique. Si c'est grossier, oui, on peut le voir. Si c'est dans le champ d'examen, si c'est grossier, oui. Mais l'examen n'est pas fait pour ça. On n'a pas les mêmes coupes, on ne travaille pas avec des filtres osseux. Alors on peut récupérer des choses, reconstruire avec un filtre osseux si on veut voir certaines anomalies, rechercher des calcifications. Mais c'est vrai que souvent on ne le recherche pas et c'est pas tout à fait la même technique d'examen. Oui. Il est clair qu'on ne fait pas un angioscanner pour confirmer qu'il y a une compression de 50% de l'artère sous-clavière. Non. On fait un angioscanner quand on pense qu'il y a une complication artérielle sous-jacente, un anévrisme ou des lésions emboligènes qui peuvent orienter le geste chirurgical. Comme disait, il y a un aspect médico-légal qui est très important et nous, les chirurgiens, ils ne veulent pas opérer un patient s'il n'y a pas une image. Ils viennent nous voir et disent, il n'y a pas une image où c'est vraiment plus retréci que ça. Enfin, c'est quand même lourd d'opérer souvent des femmes un peu jeunes, on vous l'a dit, une chirurgie compliquée, et ils aiment bien avoir une image du retrécissement. Ensuite, c'est bien de le localiser plus précisément et si on peut trouver une cause aussi. Mais c'est un bilan préthérapeutique, ce n'est pas un examen diagnostique.
quand on décide après d'opérer les patients, dans les rares cas, parce que le plus souvent ils sont traités par la rééducation, en fait, on fait toujours un geste qui consiste à faire une scalénectomie antérieure et moyenne, à réséquer la première côte. Donc, que ce soit neurologique ou artérielle, sans complications vasculaires, ça ne guide pas le geste du chirurgien. Parce que le geste chirurgical, les étapes sont bien codifiées. Et on sait bien que pour les formes neurologiques, c'est dans le scalène. Donc, on va faire une scalénectomie, plus une résection de la première côte, éventuellement des trousseaux fibreux ciliaires. Donc, ça ne va pas du tout aider le chirurgien pour... le geste oui, mais je suis bien d'accord avec toi. Peut-être que ça l'aide pas, mais je peux te dire qu'il n'y a pas un patient qui est opéré sans et qu'il faut une image. On faisait des artériaux avant, tu te rappelles. Donc maintenant, je pense que c'est un moindre mal de faire ça. Avant qu'il y ait l'IRM neurologique, on opérait les patients sur l'électromyogramme, la clinique, bien sûr, l'électromyogramme et la radio simple de l'orifice cervical supérieur pour voir s'il y avait on faisait toujours des artériaux à Montpellier. Merci beaucoup pour votre présentation.